Nous entrons dans la dernière ligne droite de notre journée de conférence. Il nous reste 2 panels, le discours de clôture avant le cocktail bienvenue de fermeture de ce Crypto et Finance Forum. Nous allons aborder un sujet qui souffre de beaucoup d'idées préconçues, fallacieuses, qui fait beaucoup couler d'encre, le lien entre les cryptoactifs et l'environnement, l'écologie. Et pour aborder ce thème extrêmement important et crucial, j'accueille Claire Balva, Pierre-Édouard Berrion, Anne-Catherine Husson-Traoré, Éric Manceau pour une table ronde modérée par Nicolas Pagnès. Bonjour à tous, enchanté, donc je suis Nicolas Pagnès, journaliste économique chez Bismart et bienvenue donc pour cette nouvelle table ronde autour d'un sujet au centre des préoccupations aujourd'hui, le rapport entre l'industrie crypto d'un côté et des questionnements très actuels en matière de finances traditionnelles mais du coup également en matière de finances crypto, le développement de stratégies de finances à impact. Alors quand on parle de finances durables ou de finances à impact, il y a parfois des petites confusions qui sont légitimes du fait de l'usage de différents mots ou autres. Donc je trouve intéressant de commencer ce sujet sur le rapport entre industrie crypto et finances à impact par une petite définition qui n'est pas de moi mais qui est de l'organisme Finance for Tomorrow. Quand on parle de finances à impact, on parle de stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable, je pense qu'on reviendra sur ces termes durant la discussion, de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques. Maintenant que c'est dit, on ne parle pas donc seulement d'écologie, mais on parle évidemment d'écologie. Et en matière de crypto, souvenez-vous, c'est un sujet sensible car nombreuses sont les attaques sur l'impact environnemental du minage. Ce minage que Claire Balva définirait mieux que moi, mais ce calcul à grande échelle nécessaire pour valider les transactions sur un certain type de blockchain. Nous en parlerons évidemment, mais nous aborderons le sujet de manière un peu plus générale sur ce rapport entre industrie crypto et finance à impact. Pour en parler, nous avons donc le plaisir d'être accompagnés par Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG, cofondatrice également de Blockchain Partner. Bonjour Claire Balva. Bonjour, merci. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Pierre-Édouard Berrion, co-head de Raise Ventures. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour. On aura avec vous une vision un petit peu investisseur de ce sujet, donc crypto et finance à impact. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Nous verrons avec vous comment vous voyez, vous qui alertez et accompagnez les acteurs de la finance traditionnelle sur ces sujets de finance durable, l'émergence de cette industrie crypto et l'intégration des sujets de financement ou de finance à impact au sein donc, de cette industrie crypto. Et nous avons le plaisir d'être accompagné par Éric Manceau, CEO de WeFundia et Refundia. Bonjour Éric Manceau. Bonjour, bonjour à tous. Vous évoquerez notamment avec nous, j'ai envie de dire, un mécanisme que vous proposez de tokenisation de green bonds, notamment. Nous y reviendrons un petit peu plus en détail. On va commencer tout de suite avec la question qui fâche, la question que vous attendez tous que je pose sur un sujet comme celui-là. Et je vous propose de commencer avec vous, Claire Balva, pour cette première question. On a entendu dernièrement, et notamment lors des discussions au sein du Parlement européen autour du texte MiCA, beaucoup de critiques sur l'impact environnemental du Bitcoin, comme si l'argument en lui-même finalement justifiait d'arrêter net cette industrie, car si je caricature ce qu'on pouvait lire, ce qu'on pouvait entendre, ce qui pouvait être sous-entendu, l'industrie crypto serait polluante et inutile, à tel point que ça justifierait de l'arrêter. Si on veut comprendre simplement, de manière pédagogique, les enjeux en matière d'impact des cryptos, est-ce qu'il faut regarder, Claire Balva, du côté de l'impact environnemental ou du côté de l'utilité des crypto-monnaies ? Alors, l'impact environnemental ne peut pas être décorrélé de l'utilité. Et je pense que c'est bien là le grand malentendu. Moi, j'entends souvent des remarques assez lapidaires du style c'est polluant, c'est un désastre écologique. Alors qu'en fait, le fond du sujet, c'est plutôt que la personne en face souvent considère que ce sont des technologies qui sont inutiles. Et notamment dans ces situations-là, on parle souvent de Bitcoin en particulier. Donc Bitcoin est inutile et n'a pas de valeur ajoutée sociale. Et donc forcément, quand vous pensez que quelque chose est inutile, quelle que soit la dose de pollution que cette chose va causer, ça sera toujours trop. Et donc l'impact environnemental ne peut se mesurer que par rapport à l'utilité de ce dont on parle. Et donc si on parle de Bitcoin, il faut mesurer l'impact environnemental et l'utilité.
Alors, après, c'est pas une table ronde sur l'utilité de Bitcoin, donc on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Mais forcément, Bitcoin a une utilité sociale, d'ailleurs bien plus grande dans certains autres pays que la France. Et sur l'impact environnemental, en fait, le sujet est très complexe. On parle principalement ici du minage. Donc, vous savez, ces machines qui font des calculs pour sécuriser les blocs de transactions, si je résume très grossièrement. C'est là la principale critique, c'est-à-dire que ces calculs sont très énergivores et quand on regarde l'origine de l'énergie, en fait, c'est là où on dit que Bitcoin est particulièrement anti-écologique. Alors, pas exactement. Effectivement, la critique porte sur le minage, mais il faut savoir que le minage, c'est justement ce qui fait l'innovation de Bitcoin. Et c'est ça qui a permis de créer des crypto-monnaies réellement décentralisées. Quand on regarde les crypto-monnaies aujourd'hui qui fonctionnent en preuve d'enjeu, en réalité, elles fonctionnent, mais avec un niveau de décentralisation ou de sécurité qui sont aujourd'hui moindres. Donc, il n'y a pas de technologie exactement équivalente. Et le minage, en réalité, ce que ça induit, c'est un sous-jacent à la monnaie. Et ce sous-jacent, c'est l'électricité qui est consommée, puisque effectivement, derrière Bitcoin, il y a de manière inhérente une quantité d'énergie qui est dépensée pour produire la monnaie. Donc, on ne peut pas produire la monnaie à partir de rien. Ce qui d'ailleurs tranche un peu avec les monnaies traditionnelles qu'on connaît tous. Donc c'est là la grande particularité, mais effectivement, ça implique qu'on consomme de l'électricité. Et alors évidemment, la question c'est quelle électricité ? Et donc là, les derniers chiffres du Bitcoin Mining Council tendent à dire qu'on est à 60% d'électricité renouvelable. Alors ce qui est pas mal déjà, c'est qu'on a une transparence sur ces chiffres, ce qui n'est pas le cas dans toutes les industries. Donc ça laisse évidemment 40% sur des électricités non renouvelables, ce qui est un vrai problème. Mais on sent que cette tendance, elle va plutôt vers les électricités renouvelables parce que on a des tarifs beaucoup plus avantageux quand on va chercher de l'électricité intermittente par nature et donc de l'électricité qui à un moment donné ne trouve pas preneur. C'est-à-dire que si vous produisez trop d'électricité parce qu'à un moment donné votre barrage surproduit ou votre éolienne surproduit parce qu'il y a beaucoup de vent à cet endroit-là, vous n'allez pas trouver preneur dans l'électricité que vous allez vendre, donc vous allez la vendre moins cher. Donc pour un mineur, c'est intéressant. Un mineur, il a un business model assez basique, il est rémunéré en Bitcoin, et puis son coût principal, c'est le coût d'électricité. Donc les mineurs, aujourd'hui, se tournent vers les électricités qui sont le moins chères possible. Donc c'est là que les électricités renouvelables sont intéressantes en période de surproduction. Et d'ailleurs, on voit que c'est un métier qui se conteneurise aussi, c'est-à-dire que les mineurs vont de plus en plus être mobiles. Donc on va mettre des machines dans des conteneurs, et puis on va pouvoir se déplacer là où l'électricité est la moins chère. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que d'un côté, effectivement, il faut regarder l'origine de l'électricité. Donc en fait, on a 60% d'énergie renouvelable dans l'électricité utilisée. Mais surtout, en fait, si on veut adresser le sujet de manière honnête, il faut regarder l'utilité qu'on accorde à cette technologie derrière. Et c'est là où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Exactement, mais c'est comme tous les sujets du numérique, si vous voulez. Si on regarde, je ne sais rien, un autre sujet, celui du streaming, par exemple, on peut se poser la question, quelle est l'utilité aujourd'hui d'aller regarder des séries le soir sur Netflix ? Enfin voilà, quelle est l'utilité sociale d'une technologie par rapport à l'impact environnemental qu'elle a en face ? Et donc tout le débat effectivement sur Bitcoin, c'est que si vous pensez que c'est un outil qui ne sert qu'à faire de la spéculation pour des traders riches occidentaux, effectivement l'utilité sociale, elle n'est pas terrible, et donc vous n'allez pas être très enclin à laisser des gens miner encore moins sur des électricités non renouvelables. Si vous pensez au contraire que c'est un outil pour des lanceurs d'alerte, par exemple, une protection contre l'inflation dans certains pays, là, vous allez vous dire c'est plus intéressant. Peut-être que, mine de rien, l'impact environnemental qu'il y a en face, ça peut valoir le coup et qu'on va faire une transition plus douce, etc. Donc c'est vraiment un débat à avoir en prenant en compte l'ensemble des informations qu'on a. Et d'ailleurs, pas uniquement des informations sur l'utilité en France, mais bien l'utilité dans le monde. Éric Manceau, si je reviens à ma définition de la finance à impact de tout à l'heure, on parlait d'effets bénéfiques, d'apporter une preuve des effets bénéfiques. On va en parler dans un second temps, mais d'abord j'aimerais vous entendre également sur ce sujet des effets négatifs, donc, dont on a déjà un petit peu parlé avec Claire Balva, sur donc, l'impact écologique du Bitcoin. Vous pensez, vous, que les crypto-monnaies sont polluantes et inutiles ? Je suis là, non. Bien sûr. Non, moi je pense que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, quand on parle de crypto, d'abord c'est très vaste, et puis on a différents types de protocoles. Claire en a un petit peu parlé, mais vous avez différents types de protocoles. Il y a des protocoles qui ont moins d'impact sur l'environnement. Mais de toute façon, le vrai sujet, c'est est-ce que j'ai une activité et qui apporte un bénéfice pour nous tous, en fait. Gardez bien le micro. Oui, je vais essayer. Et le vrai point, c'est le ratio bénéfice-coût.
Et nous, on voit beaucoup d'intérêt dans la tokenisation des actifs parce que ça rend beaucoup plus traçable, beaucoup plus en capacité de mesurer l'impact ces fameux titres financiers. Moi, je prendrais un contre-feu. Aujourd'hui, quand on parle de finance à impact, le vrai problème, le vrai risque, c'est le greenwashing. Tout le monde parle, effectivement, on veut basculer sur une transition climatique, mais il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir mesurer l'impact et que c'est un véritable intérêt. Est-ce que les cryptos, est-ce que les security tokens, si on les utilise bien, c'est comme toute technologie, si on l'utilise bien, ça peut peut-être apporter des bénéfices. Tout à l'heure, quand je parlais de greenwashing, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un gros fonds, DWS, ils ont remis en cause leurs mesures sur 900 milliards de green bonds. Ils ont revu, parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte aux États-Unis qui a expliqué que, effectivement, ce n'était pas des vrais investissements verts. On a vraiment besoin de traçabilité et de suivi. Anne-Catherine Husson-Traoré, Novetic alerte et accompagne quand même les entreprises depuis un certain nombre d'années sur ce sujet de finances durables, de finances à impact. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'émergence de cette industrie crypto et de ces questionnements en matière de finances durables ou de finances à impact en lien avec l'industrie crypto ? Alors au départ, effectivement, ça fait presque oxymore, en fait, y compris ma présence ici, puisque l'idée, c'est vraiment que Bitcoin égale spéculation, spéculation sur des sous-jacents inexistants, et donc on est très loin de la finance durable qui est censée ramener par de l'analyse sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, la finance vers les actifs réels qu'elle est supposée financer. Donc c'est vraiment, on est un peu à deux extrêmes. Ce qui est intéressant, et vous y avez fait allusion, c'est le fait que finalement, les logiques de blockchain, avec ce côté certification de la donnée, j'allais dire quelle qu'elle soit, sont forcément un outil utile, pour revenir à ce qu'on disait au début, dans cette espèce d'époque où on a un big data ESG, où chacun dit n'importe quoi, et pas que ceux qui veulent greenwasher, mais ceux qui vraiment maîtrisent pas vraiment la donnée, maîtrisent pas vraiment la façon dont ils doivent évoluer, et encore moins ce qu'ils publient sur eux-mêmes. Et pour en revenir à DWS, là, c'était un exemple où on est très loin des crypto-monnaies, on est juste de gens qui avaient déjà des gros problèmes, qui étaient en crise et qui se sont dit, bon, ben, pour sortir de cette crise, on va faire de la finance durable parce que c'est le truc sympa du moment. Et ils se sont pas embarrassés beaucoup puisque la lanceuse d'alerte, c'est en fait leur ancienne responsable développement durable qui a dénoncé le fait qu'ils avaient hâtivement badigeonné en ESG plus de 800 milliards, enfin quasiment 900 milliards d'euros. Et là, la question de la traçabilité, elle est clé, puisqu'ils ont eu même une descente de police pour aller vérifier comment ils avaient décidé de passer telle ou telle chose. Donc juste pour finir, ce qui est important, et vous savez comme moi que dans la gestion financière, tout est extrêmement bordé et de plus en plus fintecharisé, et que en fait on tourne autour d'un sujet qui est l'analyse ESG, je dis souvent c'est la matière molle, comme il y a les sciences molles. C'est-à-dire que c'est des données non uniformisées, non normalisées, où chaque entreprise a sa propre définition, chaque asset manager a sa propre définition. Donc chacun fait de l'ESG comme il veut, globalement. Voilà. Et donc comment, effectivement, on va arriver avec quelques initiatives qui ont commencé à se lancer, soit avec les principes pour l'investissement responsable, soit à travers le forum de Davos, pour essayer justement de tracer mieux les données ESG, mais le vrai sujet, c'est surtout comment on harmonise et on normalise correctement la donnée ESG, j'allais dire initiale. Et de ce point de vue-là, tout ce qui peut être tokenisation, blockchain, etc., une fois qu'on aura fait ça, sera extrêmement utile. Pour l'instant, c'est un peu prématuré. Oui, c'est ça, parce que pour répondre aux enjeux finalement de la finance à impact ou de l'ESG, la réponse, elle est réglementaire aujourd'hui. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'industrie crypto peut apporter des outils supplémentaires de transparence ou de certification des données une fois qu'on sait exactement ce qu'on doit aller regarder. Alors, il y a toute l'approche réglementaire qui est en train d'être définie au niveau européen, mais pas que, aussi aux États-Unis avec la SEC, qui est effectivement de définir quels sont les attendus, enfin, qu'est-ce que doivent produire les plus grandes entreprises en termes de données ESG, ce qui est déjà un sujet énorme. Et à partir de là, comment, une fois qu'on aura quelque chose d'à peu près normé, on va effectivement travailler à fiabiliser cette donnée. Puisque pour l'instant, on n'a pas forcément de la donnée pertinente, elle est encore moins fiable et très rarement comparable.
Donc c'est sûr que si on utilise tout ce qui est en train de se développer avec cet esprit-là, mais je crois que ça a été clairement dit, la question c'est, par vous deux, quelle est l'intention avec laquelle on utilise. C'est une techno, ou c'est plusieurs technos. Donc par définition, une techno, en soi, elle peut être utile, mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir à quoi elle doit être utile avant de se dire... Et dernier petit point sur le minage, le vrai sujet, c'est que je ne sais pas comment on va rendre compatible le minage avec de l'électricité a priori plutôt propre et la sobriété. C'est un vaste sujet. Sachant qu'effectivement, et Éric Monceau, vous l'avez rapidement mentionné, quand il y a eu toutes ces critiques vis-à-vis du Bitcoin et de cette proof of work, une des réponses a été de dire oui, mais le proof of stake est moins consommateur d'énergie, donc finalement, c'est un mauvais procès. Regardez l'industrie crypto dans sa globalité. C'est un élément de réponse également ? Moi, je pense que oui. Après, on disait tout à fait que c'est une technologie et donc ça dépend quelle est la finalité. Les différents types de ce qu'on appelle proof of stake, proof of work, c'est des consensus qui permettent de valider, certifier des transactions. Il y a l'avantage du proof of work, ça demande beaucoup plus d'énergie peut-être, mais ça donne beaucoup plus de sécurité. Quand on passe au proof of stake, c'est intéressant pour des titres financiers. C'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas émettre des volumes aussi importants que quand il s'agit d'émettre de la monnaie. On ne va pas émettre autant d'euros. Un titre financier, c'est 100 millions d'euros. Et en face, on ne va pas faire 100 millions de transactions. Ce que je veux dire par là, donc, il faut adapter effectivement l'outil donc le proof of stake à la technologie et qu'elle soit pas... On doit être responsable. C'est à nous d'être responsables, effectivement. Et je ne vois pas pourquoi les acteurs aujourd'hui, dans la crypto, mais toute entreprise choisit la meilleure technologie pour arriver à avoir le meilleur bénéfice-coût. Et après, si on met en place, si on a une ambition durable, c'est encore mieux. Mais alors, moi, il y a quelque chose et on va voir ça avec vous, Claire Balva, que j'aimerais comprendre, c'est que d'un côté, plus il est compliqué de créer de la monnaie, plus cette monnaie a de la valeur. Mais d'un autre côté, si je comprends bien, la manière la plus simple et la plus illimitée de créer de la monnaie est la moins consommatrice d'énergie aujourd'hui. Donc dans l'équation utilité, impact ou consommation d'énergie, il y a une donnée quand même supplémentaire. Enfin, on a du mal à comprendre comment fonctionne la bonne équation. Bien sûr, mais parce que c'est pas du tout la même proposition de valeur entre des blockchains comme Bitcoin qui fonctionnent en preuve de travail et des blockchains d'ailleurs souvent beaucoup plus récentes et beaucoup moins solides pour la plupart qui fonctionnent en preuve d'enjeu. Ce qu'il y a derrière la preuve de travail, c'est que les mineurs ont un coût aussi en face des gains qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils gagnent du Bitcoin si on parle de Bitcoin, et derrière ils dépensent ces Bitcoins parce qu'ils doivent payer l'électricité qu'ils consomment. Dans la preuve d'enjeu, vous n'avez pas réellement ce coût. Vous avez alors quand même un coût d'immobilisation de votre épargne, puisque, je le rappelle, la preuve d'enjeu, c'est mettre en séquestre des crypto-monnaies pour avoir le droit de valider les blocs. Mais vous n'avez pas réellement de coût par rapport à ce que vous gagnez. Donc ça crée aussi une forme de recentralisation de l'écosystème. Et c'est pour ça que la plupart des blockchains en proof of stake, donc en preuve d'enjeu, sont quand même plus centralisés que Bitcoin. Donc le reproche que font des bitcoiners, par exemple, au blockchain en proof of stake, c'est que en fait on recentralise, on recrée le système traditionnel, et donc on n'est pas sur une proposition de valeur différente en termes de décentralisation, puisqu'avec le système en preuve d'enjeu, on recentralise dans les mains d'acteurs qui en réalité sont fortunés, voire de plus en plus fortunés, le contrôle finalement de ces blockchains. Donc effectivement, il y a une notion d'impact. En fait, pour moi, toute la question, il y a même deux questions, c'est d'une part, est-ce que les blockchains en preuve de travail vont arriver à s'orienter vers un modèle réellement vertueux en termes de consommation quasi exclusivement des surplus d'électricité renouvelable, auquel cas on serait même sur du financement de ces sources-là et ça serait très vertueux pour la société. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce nouveau système financier, donc cette tokenisation généralisée de la balance sheet du monde, elle va remplacer les infrastructures actuelles, auquel cas on va finalement diminuer l'impact environnemental des infrastructures informatiques actuelles, ou alors est-ce qu'elle va s'additionner? Est-ce qu'on va avoir des choses en plus avec une espèce d'effet rebond au sein même de la finance, et auquel cas ça ne serait pas très positif? Anne-Catherine Dusson-Traoré, je vois que vous vouliez réagir. Effectivement, là, on revient sur des questions de croyance ou non, effectivement, dans l'utilité des crypto-monnaies de chacun. C'est de la conjecture, hein, on n'a pas la réponse.
Non, je disais que c'était des questions extrêmement pertinentes. Par contre, la probabilité qu'on mette des couches les unes sur les autres était quand même extrêmement élevée. Parce que justement, et c'est ça qui nous manque cruellement à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est pensée systémique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est face à une technologie systémique dans laquelle on doit penser les impacts et choisir un certain nombre de choses. Or, je ne vois pas quel régulateur s'est vraiment emparé de ça de cette façon-là. Et effectivement, par exemple, sur la consommation d'énergie, un modèle vertueux consistant à se dire que les surplus d'énergie renouvelable trouveraient un financement de cette façon-là, c'est extrêmement malin. Mais il faut que ça s'organise un minimum. Et c'est pas du tout le sens de la conversation en ce moment. Bah, aujourd'hui, c'est organisé, mais de manière privée, de manière par certaines entreprises, mais voilà. pas organisé de manière réglementaire, quoi. Oui, puis on est dans une phase où la partie poker monteur sur les sources d'énergie étant colossale, et pas du tout que française. Il y a vraiment un sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a des acteurs de crypto d'un côté, des acteurs de la finance durable de l'autre, des régulateurs d'un troisième, qui en plus n'ont pas les mêmes visions en Europe, aux États-Unis ou en Asie, on n'est pas du tout en train d'organiser un type de système qui serait pertinent, mais à condition effectivement que, parce qu'on n'a pas non plus de régulateur mondial, je vous l'accorde, mais ça serait intéressant. Alors Éric Oui. Manceau, puis ensuite on ira sur un autre sujet avec Ouais. Pierre-Édouard Biron. Juste, si je peux me permettre de rajouter un point. Je pense que l'intérêt quand même de la crypto, ça permet d'avoir une vraie traçabilité. On peut mesurer l'impact de la consommation d'énergie. Si on le compare à un système de paiement avec tous le système de paiement SWIFT ou d'autres, ils ont des serveurs dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien coûte une transaction, un paiement par Visa ou un paiement sur les marchés financiers? Ça prend beaucoup de serveurs. Et bien sûr que ça a un impact, mais c'est peut-être plus difficile de le mesurer. Et donc on en revient à ce sujet d'utilité, coût, c'est ça. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe cette information ou pas. Oui, elle Oui, existe, elle existe, sur ouais. la modélisation du numérique, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que c'est pour ça que je parlais de la sobriété. Honnêtement, c'est pas les cryptos le problème. Hein. C'est qu'effectivement, en gros, avec la croissance colossale de l'économie digitale dans le monde, on augmente la consommation à peu près de 10% par an dans le monde. Et donc, il suffit de faire un modèle pour bien voir que c'est absolument incompatible avec la sobriété. Donc, et c'est effectivement pas le crypto le principal problème. C'est vrai que le fait de dire que le minage a un impact énergétique, ce qui est une réalité, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et le sujet, par exemple, même à l'échelle d'un foyer, aujourd'hui, on a totalement perdu ce qu'on avait gagné sur l'électroménager, avec tout ce qui est box, téléphone, etc. Donc aujourd'hui, dans l'enjeu énergétique à l'échelle d'un foyer, la question du numérique est absolument centrale. Et alors, dans l'échelle des entreprises, on n'en parle même pas. Donc, et on n'est pas du tout en train de travailler sur cette idée de comment on fait quand il n'y a pas d'électricité. Et en fait, ça va nous arriver assez vite, surtout s'il y a un certain nombre de catastrophes climatiques. Donc c'est vraiment ça le sujet, en fait. Je m'éloigne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'électricité? Je ne sais pas si l'un de vous quatre pourra répondre à cette question aujourd'hui. C'était ma question provocatrice pour c'est ça. aujourd'hui. Ou si quelqu'un dans la salle pourra le faire. Pierre-Édouard Berrion, donc, vous avez une vision plus investisseur de cet écosystème crypto. Pour raccrocher avec la discussion actuelle, comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas, il y a 10 ans cet écosystème, et aujourd'hui, est-ce que cette vision a évolué avec le temps? Oui, effectivement. Moi, je pense que le point un peu fondamental, c'est de se poser vraiment la question de à quoi sert la crypto, quels sont les applicatifs qu'on peut faire avec la crypto. On vient de discuter pendant quelques minutes que effectivement la crypto en tant que telle a un coût. Elle a un coût énergétique, elle a un coût. Mais à la fin, c'est un outil technologique qui est à notre disposition. Et qu'est-ce qu'on va en faire pour pouvoir réellement faire en sorte qu'on va produire un monde meilleur, on va apporter des services dans un monde, dans un monde meilleur. Et ça, moi qui représente la communauté un peu des investisseurs VC, les investisseurs dans la tech en général, on a toujours eu une relation assez complexe avec la crypto historiquement, une relation qui a évolué avec le temps évidemment, mais tu me posais la question, il y a 10 ans, voire même un peu plus récemment, la crypto c'était effectivement très énergivore, c'était producteur de carbone, c'était le financement du terrorisme, c'était plein de choses absolument abominables. C'était quoi le premier contre-argument? C'était énergivore, financement du terrorisme ou spéculatif? Je ne sais Un peu pas. des trois. Je Ouais, ne c'est sais ça, pas. on sait pas. Un peu des trois.
Mais après, bon, quand on investit dans la tech et dans l'innovation, on se rend compte que effectivement, les débuts, c'est toujours un petit peu chaotique. Il faut démontrer des cas d'usage. Et ça, c'est encore une fois, c'est la question fondamentale. Et là où notre regard, le regard du venture capital a pas mal évolué sur le monde de la crypto, c'est que on est passé de ce stade très observateur en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est très risqué pour nous, il y a un risque de réputation énorme, on a plein d'investisseurs institutionnels chez nous, on peut pas faire de bêtises ou pas prendre le risque de faire de bêtises. Mais avec le temps, on se rend compte que les applications sont de plus en plus nombreuses. Je pense qu'on est encore au tout début de l'histoire de la crypto, du Web3 en général. On est vraiment au tout début, mais néanmoins, on voit de plus en plus de réels cas d'usage arriver. Et nous, ce qu'on observe chez Raise, alors encore une fois, on est des investisseurs dans la tech en général, mais on a un positionnement quand même assez fort autour de l'ESG et de l'impact. On investit dans des sociétés qui ont un impact positif à la fin. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de business models très tech qui arrivent en embeddant, en mettant en place au cœur du système de leur business model de la technologie crypto, NFT, qui font partie, enfin qui fait intrinsèquement partie du business model au service d'un sujet très impact. Et c'est là où on se rend compte que d'une manière un peu détournée, on en vient à investir clairement dans la crypto parce que on investit dans des entreprises qui sont impact mais qui utilisent ce type de technologie. Et ça, c'est intéressant et c'est une vraie évolution depuis quelques petites années. Des entreprises qui viennent vous voir en vous disant, l'argumentaire n'est pas, en fait, on est une start-up crypto, une entreprise crypto, mais en fait, plutôt dans notre stratégie, dans notre activité, d'ailleurs, on pourra peut-être donner quelques exemples, on a intégré ces sujets d'impact, mais derrière, la technologie utilisée est une technologie blockchain, par exemple. Exactement. Et la proposition de valeur, le produit de la start-up en question ne pourrait pas exister tel qu'il est proposé et tel qu'il est digne d'intérêt s'il n'embarquait pas les technologies autour de la crypto. Et donc ça vous a réconcilié du coup avec l'industrie crypto? Non, parce qu'on a toujours été fans, mais on a toujours été prudent par peur à titre personnel, mais peut-être pas à titre professionnel, ouais, c'est ça? Mais encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les applicatifs? Il y en a de plus en plus. C'est le début, mais ça accélère fort. Et là, on voit vraiment très très concrètement ce que la crypto peut apporter dans le monde réel, si je puis dire, du business. Et on a des exemples de ces concepts Impact by Design justement qui utilisent des technologies crypto ou des technologies blockchain dans leur activité plus large du coup? Ouais, alors il y en a pas mal, hein, honnêtement il y en a pas mal. On a vu pas mal de dossiers passer récemment autour des sujets de décarbonisation des startups autour de la décarbonisation, replantation de forêts, qui utilisent des technologies d'actifs numériques, de crypto derrière pour pouvoir animer un marché secondaire, créer de la valeur, créer de la sécurité autour de certificats d'actifs numériques liés à des sujets en l'occurrence environnementaux. Et tout le business model de ce type de société réside dans le fait que il y a ce système qui propose cette sécurité, cette liquidité. C'est un exemple, mais il y en a plein. Alors, on va en avoir un autre avec vous, Eric Manson, dans un instant. Juste avant, j'ai envie de vous poser une question. Peut-être à vous, Pierre-Édouard Berrion, puis ça m'intéresserait d'avoir votre avis également, Anne-Catherine Husson-Traoré, puis peut-être tous les quatre. Est-ce que l'utilisation d'une technologie blockchain, d'une technologie crypto, peut être un rempart contre le greenwashing, comme vous le disiez tout à l'heure? Parce que j'ai bien compris qu'effectivement, dans la finance traditionnelle, il y avait du greenwashing. Est-ce que, pour moi, il y a autant de risques qu'il y en ait dans l'industrie crypto? Le sujet, quelle que soit la technologie utilisée, c'est l'usage derrière qui va avoir un impact. En fait, c'est un vrai risque pour les adeptes du technosolutionnisme. Parce que finalement, le greenwashing, il y a deux tendances. Il y a la tendance qui consiste à dire artificiellement façon des WS, ceci est vert, alors que par exemple là on a de la lumière verte, donc ça veut dire que Maubert Mutualité, que la maison de la mutualité est entièrement verte. Ça c'est du vrai greenwashing identifié comme tel, mais il y en a en fait beaucoup d'autres qui consistent à montrer qu'on a une démarche environnementale mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et le vrai greenwashing le plus répandu, c'est celui-là. C'est-à-dire à la fois dire j'ai compris le problème et en même temps je mets en place une stratégie qui en fait n'est pas à la hauteur du problème. Les crédits carbone de compensation sont un exemple criant. C'est-à-dire que oui, ça
a une utilité dans, non pas dans la, enfin ça peut avoir un peu d'utilité, mais ça dépend quels arbres on replante par exemple. Ça c'est pas la blockchain qui va vous garantir que le type de forêt que vous plantez c'est bien adapté. Exemple type, Total est en train de replanter une énorme forêt d'acacia, uniquement d'acacia au Congo. Pour la biodiversité, c'est pas indispensable. Donc c'est ça le sujet, et surtout la question de la compensation carbone, elle est très souvent utilisée comme pour afficher une baisse significative de ces émissions de carbone, alors que le sujet, c'est bien de baisser drastiquement toutes ces émissions direct, scope 1, 2 ou 3 pour les initiés. Et ensuite, quand vraiment ce qui reste, à ce moment-là, on compense et avec des crédits carbone qui seront certifiés, etc. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme dans mon écosystème, qui consiste à dire que, bien sûr, que c'est pas d'être anti-technique, c'est de penser qu'on aura forcément trouvé une technique qui va nous solutionner les sérieux problèmes environnementaux qu'on a, qui sont bien au-delà du seul climat. Et donc ça crée une illusion qui trouve des financements sur les marchés sans problème. Le fameux fondateur de WeWork, qui a quand même de sacrées casseroles, il a quand même réussi à se refaire une virginité et à lever 70 millions de dollars pour une start-up visant à certifier les crédits carbone. Ça s'appelle Flow Carbone, je crois. Petit sujet de gouvernance, petit sujet de personnalité du dirigeant, Bien mais sûr. 70 millions de dollars levés comme ça en 2 temps de coups d'arbre, ça ne résout pas le problème climat. En revanche, ça pose un certain nombre de questions. Claire Balva, sur ce sujet également, à la lumière de ce que vient de nous dire Anne-Catherine Husson-Traoré, est-ce que les cryptos peuvent être un bouclier supplémentaire contre le greenwashing ou c'est pas du tout le sujet? Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet. Alors ça peut, dans certains cas, permettre effectivement une plus grande transparence des flux financiers, mais d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la finance et à impact, c'est de manière générale dans la finance. Si on se dit que demain, l'ensemble des actifs vont être sous forme de tokens sur des blockchains, on aura effectivement une finance plus ouverte, donc plus traçable. Donc oui, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes, mais je ne suis pas sûre que ça résolve spécifiquement les problèmes liés au climat. Ça résoudra plutôt des problèmes de transparence, mais effectivement, ça a très bien été dit. La blockchain, la crypto, elle ne voit pas ce qui se passe dans le monde réel. Donc les arbres que vous plantez, alors à moins qu'on s'amuse à créer des tokens d'arbres, mais enfin, je pense que là, on arriverait dans des usines à gaz. Je ne vois pas trop comment ça pourrait vraiment résoudre spécifiquement le problème climat. Après, c'est intéressant, je pense, que des projets de finance à impact s'orientent vers ces technologies-là, dans la mesure où on peut être convaincu que ces infrastructures-là seront les infrastructures d'avenir. Parce que du coup, si on pense que demain tout circulera sur blockchain, autant y aller directement. Mais rapidement quand même, avant de repasser la parole à Eric Monceau, parce qu'on a un autre cas à montrer, mais la blockchain, beaucoup le décrivent comme un livre de compte ouvert que tout le monde peut vérifier. Est-ce que du coup, le fait que l'intégralité d'un public, d'une population puisse aller vérifier ce qui est fait dans la stratégie d'une entreprise ne permet pas quand même un garde-fou supplémentaire? Non, c'est illusoire de penser que ce sera un garde-fou supplémentaire? Alors ça permet potentiellement de mettre des moyens de pression, mais ce qui se passe sur une blockchain ne reflète pas forcément ce qui se passe sur le terrain. C'est déjà ça la grande nuance, c'est-à-dire que si l'entreprise émet par exemple des jetons et que les jetons circulent, il peut y avoir des erreurs et puis c'est beaucoup de déclaratifs aussi. Donc ça revient quand même beaucoup à croire dans l'entreprise ou à avoir confiance dans cette entreprise-là. Donc ça permet peut-être d'avoir un peu plus de moyens de pression pour le grand public, mais je suis quand même sceptique quant à l'impact que cette technologie apporterait dans ces cas-là. Éric Monceau, on va revenir sur des cas d'usage un peu concrets. Donc, on a eu une petite introduction sur le sujet avec Pierre-Édouard Berrion. Justement, chez WeFundia ou Refundia, vous financez des projets. Donc alors, vous faites de la tokenisation de titres. De dette, c'est ça, j'allais dire obligataire, non, de dette, c'est plus général. Obligataire dans des titres de dette. Et vous financez donc un certain nombre de projets à impact. Il y a 2 exemples que vous aviez amenés. On va commencer par un exemple, on verra si on a le temps de traiter le deuxième. Par lequel avez-vous envie de commencer? Vu les questionnements qui ont eu avant, je pense qu'il faut qu'on parle. Ce qu'on arrive à faire, c'est du financement à impact pour des agriculteurs et à la fois faisant du green bonds qui couple et des crédit carbone. En fait, le point qu'on évoque, effectivement, la question de la traçabilité, il y a toujours un risque, comment on intègre la data. Et la question sur la data, elle est fondamentale. S'il y a une saisie dans le parcours, ça pose question. Mais il me semble qu'on est sur ce que vous disiez à l'instant, on doit avoir une approche systémique des sujets.
quand on parle de finance à impact, on est sur la mise en place d'un investissement pour un projet impact avec de multiples investisseurs, avec de multiples intermédiaires. Et donc, à partir du moment où vous avez beaucoup d'intermédiaires sur une chaîne longue, on a dans la technologie blockchain ce qu'on appelle des smart contracts. Et ça permet de sécuriser les engagements réciproques, non pas 2 à 2, mais bien sur toute la chaîne. Et que ça véhicule cette information et ça permet à des acteurs d'être assurés. Parce que le sujet sur la finance à impact, ce que je disais, pourquoi je parlais de greenwashing, je ne cherche pas... Le sujet pour les investisseurs, c'est quand même d'être assurés. Et aujourd'hui, si on veut qu'on fasse cette transition, il faut qu'on ait un véritable impact. Alors, pour revenir à l'exemple qu'on voulait évoquer, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec des coopératives agricoles, le monde agroalimentaire et agricole. Ils sont venus vers nous en nous disant, on a un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des difficultés pour faire revenir des agriculteurs installer des agriculteurs. Par ailleurs, aux agriculteurs, on leur demande d'être les soldats du climat. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, et c'est valable dans le cas du label bas carbone qu'on a en France, peut être séquestré du carbone dans le sol. Et il peut émettre à partir de ça des fameux crédits carbone qu'il va revendre à une entreprise qui a besoin de compenser. Mais toujours ces projets de transition climatique, quand on parle de transition climatique pour n'importe quelle entreprise, que ce soit un agriculteur ou un autre, surtout quand ils sont petits, ça demande des investissements trop lourds et qui ne seront pas portés financièrement par le crédit carbone ne rapporte pas suffisamment d'argent. Ça ne rapporte pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est 30 à 40 euros pour un crédit carbone dans l'agriculture, donc ce n'est pas suffisant pour gagner sa vie. Par contre, si on couple un investissement, vous avez des jeunes qui vont s'installer avec des obligations vertes parce qu'ils ont des engagements de réduire leur empreinte carbone. Parce que quand vous faites de l'élevage, bien sûr que vous avez une empreinte carbone. Mais il y a des bonnes méthodes pour réduire son empreinte et c'est là que ça se passe. Et en plus, ils peuvent séquestrer dans les terres, bien sûr, du carbone. Et puis, il est plus intéressant quand même de nourrir ces bêtes avec du soja qui vient de sa région que du soja qui vient du Brésil. Donc vous voyez, tout de suite, il y a un impact sur le carbone qui est important. Donc, mais ça demande des investissements importants. Donc il y a 2 choses, il y a le financement et ensuite le crédit carbone. Et là, on est sur la partie financement, c'est ça, via des tokens Exactement. On fait des titres financiers, des obligations vertes avec des objectifs de réduction de l'empreinte carbone qui sont mesurés par un organisme externe. Et on arrive de fait à trouver des investisseurs qui sont prêts à financer, même des fonds qui sont prêts à financer ces agriculteurs. Et dans le travail qui est fait par les agriculteurs au bout d'un certain temps, on mesure la réduction de l'empreinte carbone et à partir de ça, on émet un deuxième token. En fait, on fait un token double face et ce deuxième token, c'est du crédit carbone qui peut être vendu à une entreprise qui a besoin de réduire son empreinte carbone. Mais de toute façon, le carbone qui est séquestré dans le sol reste dans les terres de l'agriculteur. Donc ça apparaît dans son registre, dans son fonds de commerce. Alors un mot peut-être sur ce crédit carbone. Le crédit carbone a mauvaise presse depuis quelques années quand même. Du coup là on peut le suivre, on peut savoir exactement sur quelle parcelle a été enterré le carbone qu'on a acheté, ou en tout cas le crédit carbone qu'on s'est octroyé. Exactement. C'est un des intérêts, c'est d'avoir la traçabilité effectivement et d'assurer l'unicité. Donc on peut l'originer, c'est important de l'originer pour éviter qu'il y ait le double comptage. Ce que tu évoquais, Nicolas, à l'instant, c'est le problème du double comptage et la traçabilité. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin. Non, on peut encore discuter un petit peu. Anne-Catherine Husson-Traoré. Moi, si vous me laissez parler, ça me passionne. Non, mais Anne-Catherine Husson-Traoré, je reviens un petit peu sur cette rencontre finalement entre cette industrie crypto parce que quand on parle de crypto, effectivement, où on parle de spéculation, où on parle d'un écosystème qui émerge, enfin, ou en tout cas, où on parle d'investisseurs, et les mauvaises langues parlent de spéculation, où on parle d'écosystèmes qui émergent. Et il y a cette rencontre quand même avec la finance traditionnelle. Donc quand on entend effectivement ces sujets de greenwashing, ces nouvelles initiatives ou autres, ça va dans le sens de l'utilisation de cette technologie qui ne pourra pas tout résoudre à elle seule, mais qui peut venir combler quelques briques supplémentaires, si je comprends
comprends bien. Ce qui est extrêmement constructif, et on le voit très bien à travers nos débats, c'est qu'en fait, il y a une convergence, et surtout, il y a finalement assez vite, c'est ouvert un débat sur l'utilité, et surtout sur la balance entre impact positif et impact négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir une conversation sur le fond de à quoi ça sert et de quel crédit carbone on parle aussi, ça c'est quand même un sujet clé, puisqu'effectivement, qu'est-ce qui a fait cette grande crise de la crédibilité du greenwashing en particulier? C'est parce qu'on a essayé de faire prendre un paquet de vessie pour des lanternes. À partir du moment où on utilise toutes ces techniques pour justement bien établir de quoi on parle, d'où ça vient, d'où ça sort, c'est un peu la même chose que la chaîne alimentaire en fait. Et on voit bien que sur ces sujets environnementaux, aujourd'hui, on a besoin de la même traçabilité pour avoir de la crédibilité sur quelle est la promesse, d'où ça vient, est-ce que la réduction elle est effective ou pas, etc. Et vraiment, effectivement, de ce point de vue-là, l'utilité sociale finalement des cryptos, elle repose beaucoup là-dessus. C'est leur capacité à pouvoir faire ça. Et effectivement, dans l'ensemble de la chaîne financière, il n'y a pas tant de sujets que ça qui ont cette capacité à le faire de façon opérationnelle, très concrète et traçable pour un nombre assez élevé de personnes. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré. Merci également Éric Manceau. Merci Pierre-Édouard Berrion. Et merci Claire Balva. Merci à tous les quatre.